Donc Myriam Normand, je vous laisse la parole. Donc vous êtes directrice de la maîtrise de l'énergie de la ville de Besançon. Vous allez nous présenter donc la démarche de la ville, démarche très engagée, avec des résultats et puis peut-être des grands principes qu'on pourra ensuite réutiliser et utiliser comme exemple au cours de cette journée. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de ce qu'on essaie de faire, peut-être aussi de ce que j'aimerais faire en plus, mais dont je n'ai pas forcément les commandes, et puis comment on essaie aussi de vaincre un certain nombre d'obstacles, puisque même si on peut croire que la politique énergétique à la ville de Besançon est bien avancée, il reste encore beaucoup à faire pour, je dirais, diminuer les consommations, diminuer la facture énergétique, et puis respecter nos engagements par rapport au climat. Et puis je dirais aussi quelque part respecter nos engagements sociétaux ou de changement de société par rapport à ces sujets-là. Donc ce sera mon propos ce matin. Alors ce n'était pas facile non plus pour moi d'organiser la présentation de façon à ce qu'elle soit pas trop donneuse de leçons, assez attractive et assez concrète. Donc j'ai pas mal de slides, je n'ai pas l'intention de tous les passer, mais c'est aussi pour illustrer dans une organisation comment on peut aussi sortir des chiffres et convaincre à la fois la direction générale et les élus de nous allouer des moyens, et puis aussi comment trouver des solutions pour récupérer un certain nombre de moyens. Alors je vais vous exposer aussi des choses qui sont issues d'un livre de recettes qui existent. Donc on n'est pas sur des ruptures technologiques, on est plutôt sur de la méthode, sur de la conviction, et je dirais il n'y a pas aujourd'hui de laboratoire innovant dans les outils. Depuis 30 ans, ce sont des choses qui ont été faites, développées, perdues de vue, ressorties, remodelées. Et donc tout ça existe depuis bien longtemps, mais aujourd'hui la question c'est aller plus vite, plus loin, et que ça ne reste pas confidentiel ou expérimental. Et puis l'autre élément que j'aime bien aussi dire, c'est chacun est acteur à son niveau et a quelque chose à faire sur ces questions-là. Je ne suis pas là pour tout faire à la place d'eux, et donc un des rôles de ma direction et de moi-même, c'est d'entraîner le maximum de personnes pour qu'elles participent à cet enjeu de la réduction des consommations, de la baisse de la facture et de la fiscalité, et du développement des énergies renouvelables, entre autres. Donc des recettes éprouvées, et je vais essayer de vous parler un peu de mon livre de recettes, sans être trop pontifiante. Alors, même si on peut croire qu'il y a une politique énergétique inscrite depuis de nombreuses années, plus de 30 ans, qui date des premiers chocs pétroliers, sur ces questions-là, il y a eu à Besançon un essoufflement et une nécessité de changer d'échelle. Alors en quoi changer d'échelle? C'était une politique qui était axée sur le chauffage des bâtiments, avec la question des chocs pétroliers, et puis axée sur les systèmes de chauffage. Et donc quand il y a eu une réflexion en 2000 de donner un nouvel élan à cette question de la politique énergétique, on est passé sur des missions qui étaient des systèmes énergétiques à l'approche globale du patrimoine, d'une part, et puis du patrimoine au territoire de la collectivité pour avoir une cohérence d'ensemble. Ce qui a permis, dans les années 2004-2005, d'avoir une nouvelle organisation et la création d'une direction de la maîtrise de l'énergie complètement dédiée à une transversalité avec un accompagnement d'autres directions qui doivent agir, mais qui elle-même a encore des actions opérationnelles. Alors je l'illustrerai peut-être tout à l'heure avec les Yaka Taka ou Yaka Faucon, avec ceux qui peuvent dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc on a aussi une stratégie de trouver des idées, de mettre en œuvre et de démontrer que c'est pertinent. Je vous dirai en quoi on l'a illustré à différentes reprises. Et puis l'autre élément qui manque assez souvent dans une politique énergétique, c'est le regard extérieur et l'expertise extérieure par rapport au niveau de la politique qui est engagée. Et donc, les élus ont décidé en 2006 de s'engager dans le label Citergie, d'une part, et puis par la suite dans le plan climat-énergie territorial, puisque c'était aussi une obligation de la collectivité. Mais nous n'avions pas attendu
ces outils pour mettre en place cette politique. Mais c'est intéressant sur le label Citergie, parce que pour ceux qui le connaissent, vous avez une évaluation de ce que vous faites et de vos résultats. Ce n'est pas un label qui est autoproclamé, c'est un label sur lequel il faut apporter des preuves pour l'obtenir. Et si vous n'avez pas suffisamment d'éléments et pas suffisamment de résultats, vous n'obtenez pas ce label. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce label, la ville s'est aperçue, elle pensait qu'elle était bonne dans le patrimoine de la collectivité, et dans l'ensemble des domaines du label qui sont l'urbanisme, l'approvisionnement en énergie, en eau, coopération, etc., le patrimoine est le plus mauvais classé. Donc ça a permis, par rapport à cette évaluation extérieure, de conforter les axes de travail, voire d'accélérer et d'avoir une autre prise de conscience des élus qui se disaient finalement on n'est pas si mal que ça au niveau de Besançon sur notre politique énergétique. Donc je trouve que si on doit à un moment donné trouver un coup d'accélérateur, pardon, l'œil extérieur et ce label Citergie nous a permis à un moment donné de dire attendez, il faut faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Excusez-moi. Donc bien évidemment, dans le cadre de l'élaboration du plan climat, et comme les chiffres ont été annoncés tout à l'heure, on confirme que la commune, en termes de consommation, représente peu, 3% dans notre cas, mais par rapport à sa zone d'influence et par rapport à son caractère d'exemplarité, elle peut représenter beaucoup plus que ça. Alors on est sur le patrimoine dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, avec aujourd'hui sur Besançon 122 000 habitants, à peu près 1 million de mètres cubes chauffés, 16 000 points d'éclairage public et puis à peu près 800 contrats d'énergie à gérer pour les bâtiments et l'éclairage public, les espaces publics. Puisqu'au-delà de l'éclairage public, on a également les feux de signalisation, le mobilier urbain, etc., etc. Tous les petits trucs qui prennent plus de temps, plus qu'ils ne pèsent sur la facture énergétique. Alors bien évidemment, par rapport au label Citergie et au plan climat, nous avons des obligations et des objectifs à tenir. Sur le patrimoine, je les ai indiqués sur ce slide, par rapport aux 3 x 20 et le 23% sur les énergies renouvelables, avec je dirais une particularité sur la Franche-Comté, c'est que le conseil régional a décidé de porter sa production d'énergie renouvelable à 32% plutôt que les 23% du niveau national. Alors ça nous permet aussi de tracer notre feuille de route ou de confirmer notre trajectoire et puis de l'évaluer chaque année au moins sur le patrimoine. C'est un peu moins fréquent sur le territoire de la collectivité, sachant qu'aujourd'hui sur le territoire de la collectivité, sur l'objectif de 23% d'énergie renouvelable en production, nous sommes à 11%. Enfin, nous serons à 11% puisque nous sommes en train de construire une nouvelle chaufferie bois sur le chauffage urbain existant. Alors, avec les objectifs, il faut un minimum de moyens. Alors, je vais quand même mettre donner des indicateurs parce que vous allez vous dire, avec plus de 36 personnes, il y a quand même moyen de travailler. Alors, il faut savoir qu'à Besançon, la régie est une pratique traditionnelle. Donc nous ne recourons quasiment pas aux entreprises extérieures pour réaliser un certain nombre de travaux et pour exploiter et faire fonctionner nos installations techniques. C'est vrai pour le bâtiment, c'est vrai pour l'eau et l'assainissement, c'est vrai pour l'éclairage public et c'est vrai pour les systèmes énergétiques. Et je pense qu'on va un petit peu passer de temps sur cette organisation et cette direction. Donc une direction qui est rattachée à la Direction générale des services techniques. Alors idéalement, elle aurait pu être rattachée à la Direction générale des services, mais il y a tout un volet opérationnel qui est resté dans la direction. Et je pense que c'est quand même un point fort parce que plutôt que de définir des stratégies, nous les mettons en œuvre ou nous les accompagnons. Et donc ça permet de faciliter et d'accélérer un certain nombre d'actions. Alors si je fais quelques commentaires sur cette direction de la maîtrise de l'énergie, alors sur la desserte énergétique, je vais l'éliminer tout de suite, non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais que ce n'est pas le sujet de la journée. Il y a 3 personnes qui s'occupent des 3 délégations de services publics, même si la distribution publique d'électricité est déléguée à un syndicat. Il y a un service totalement dédié au réseau d'énergie.
Il y a un service pilotage qui assure les fonctions administratives, mais également tout ce qui concerne la gestion de l'énergie avec l'import des factures depuis les fournisseurs, l'optimisation des contrats, la gestion énergie-climat au niveau du patrimoine et du territoire et la gestion des certificats d'économie d'énergie. Oh, c'est possible que j'en oublie, mais voilà, c'est déjà bien copieux, sachant que sur le volet technique, il y a à peu près 2 personnes sur les 7 équivalents temps plein qui assurent le volet technique. Il y a un service études et prospectives qui est composé en termes d'équivalent temps plein aujourd'hui de 6,5 équivalents temps plein, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, assistance conseil, prospective, plan bois, plan solaire, plan climat, synergie. Et puis le consommateur important, j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais faire un clin d'œil avec les CEP intercommunaux. On a un CEP gros consommateur puisque nous avons obtenu du maire la possibilité de recruter quelqu'un qui s'autofinance sur les gains réalisés sur les gros consommateurs de bâtiments, du secteur du bâtiment. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais j'aime bien faire des clins d'œil sur des choses, faire des parallèles. Je parlerai tout à l'heure du contrat de performance énergétique publique pour faire un clin d'œil à Laurent Chanusso qui en parlera cet après-midi. En toute gentillesse, bien évidemment. Et puis sur la pointe de la branche, exploitation des moyens de production d'énergie, dont la mission principale est d'assurer la continuité de service du chauffage, de la production d'électricité et de la production de froid sur tout le patrimoine de la collectivité. En termes d'installation de chauffage, c'est à peu près 300 sites, simplement pour vous donner une idée. Et puis, nous fonctionnons en télégestion depuis 1985. Les automates de télégestion et les programmes sont développés en interne, ce n'est pas le privé qui le fait. La maintenance et la conduite des installations, j'ai fait le choix de garder en interne tout ce qui a une valeur ajoutée et tout ce qui n'a pas d'intérêt de le confier à l'extérieur. Par exemple, le ramonage. Le ramonage, il faut le faire, ça n'a pas de valeur ajoutée, j'ai peu de personnes, mais par contre, ils contrôlent la prestation. Donc ça a fait un petit peu drôle aux prestataires privés. La première année, on leur a confié cette prestation parce qu'ils ont cru que ça allait, je vais dire un petit peu comme ailleurs, et on leur a demandé de recommencer le ramonage à la fois des conduites de cheminée et des chaudières parce que nous les connaissions bien, nos outils techniques, et donc nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de travaux qui étaient mal faits. Donc on préfère plutôt garder des travaux et des interventions qui ont une forte valeur ajoutée, qui permettent aux agents d'avoir une reconnaissance et une évolution de leur métier. L'équilibrage des installations, le contrôle de combustion, les instrumentations, ce sont eux qui sont chargés de ça. Et je vous le disais tout de suite, tout ce qui est spécial ou qui n'a pas d'intérêt en valeur ajoutée est confié à l'extérieur. On y reviendra tout à l'heure parce que ça peut être aussi intéressant de voir. Alors, un des points assez particuliers, c'est que comme on est exploitant, on sait ce qu'on veut. Quand les collègues d'études et prospectives mettent en place une nouvelle chaufferie bois, c'est l'exploitation qui va en être l'exploitant. Donc il y a des liens très particuliers et très forts sur la façon dont on va demander une maîtrise d'œuvre à une entreprise, par exemple, de nous faire un schéma hydraulique. Donc par exemple, en bois, on impose nos schémas hydrauliques. En solaire, on impose nos schémas hydrauliques également. En photovoltaïque, on exploite nos installations, on les surveille. Et puis sur le parc qui reste un peu plus traditionnel, à savoir les chaudières à condensation, ça on les exploite, on réalise même parfois nos travaux puisque en maintien de technicité, les équipes de chauffagistes ont des chantiers à réaliser chaque année en période hors chauffage. Alors une des particularités, je reviens un peu au service pilotage, en matière de bâtiments et d'électricité, dans le budget principal, personne à la ville ne peut ouvrir ou fermer un compteur sans que ça passe par nous. Donc, quelqu'un qui dit ça disjoncte, il faudrait augmenter la puissance souscrite, instrumentation déclenchée par le service exploitation. Donc, on fait du diagnostic maîtrise de la demande d'électricité, enfin modeste, je vais le dire comme ça. Mais depuis que je suis à Besançon, j'en suis dans ma 8e année,
on n'a jamais réaugmenté une puissance souscrite en électricité. On a fait les travaux minimum nécessaires pour éviter, je dirais, la course à la puissance souscrite. Certes, on a encore beaucoup de travail à faire sur la maîtrise de la demande d'électricité. Donc c'est quand même intéressant d'être aussi aux commandes ou d'être le point d'entrée d'un certain nombre de sujets. Parce que ça permet à un moment donné d'éviter les débordements ou je dirais des mauvaises habitudes qui étaient à un moment donné, c'est je demande, j'obtiens. Donc on est venu sur une philosophie de l'utilisateur demande, on va déjà regarder la réalité et la pertinence de la demande. Donc c'est vrai notamment en matière de chauffage, où les personnes pensent que le radiateur est froid, donc ils ont froid. Je pense que vous avez tous vécu ça. Je mets la main sur le radiateur, où j'ai mon thermomètre dans les écoles qui indique les 18 degrés, donc j'ai froid. Donc avec les sondes de télégestion et un certain nombre d'outils, on a une méthode d'intervention. On vérifie d'abord à la sonde de télégestion les niveaux de température. S'ils sont suffisants, on va expliquer au demandeur qu'on ne va pas lui augmenter sa consigne. Si la personne refait une demande, nous allons sur place avec des thermomètres professionnels pour leur expliquer pourquoi on ne va pas augmenter la température. Et puis s'il y a une réclamation supplémentaire, on va sortir les enregistrements sur une période et on va sortir la caméra thermique, puisqu'il peut y avoir aussi des inconforts dus à des infiltrations d'air ou à des effets de parois froides, etc. Et là, on aura beau monter à 25 degrés, on ne résoudra pas le problème du bâti. Donc là, l'idée, c'est aussi de faire intervenir nos collègues du bâtiment ou de faire changer de place un certain nombre d'occupants des bâtiments de façon à ce qu'ils soient dans des lieux plus confortables ou plus supportables. Donc on n'est pas dans une démarche de plus, mais de faire différemment et d'expliquer pourquoi on fait différemment. Alors, on a plusieurs messages sur le faire différemment. Alors, j'ai amené quelques plaquettes qui expliquent besoin de chauffage, comment faire. C'est extrêmement simple. On leur explique quand ils ont un problème, ils peuvent nous appeler ou faire un formulaire. On leur explique aussi que quand le radiateur est froid, c'est pas parce qu'il fait froid dans la pièce. Donc des petites choses comme ça qui viennent en complément des actions techniques et des actions sur le terrain, qui donnent une relation de proximité un peu plus élevée. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous avez des questions. Et puis j'ai la même chose sur la clim ou le rafraîchissement. À Besançon, on considère qu'on n'est quand même pas sous des climats, on a besoin de rafraîchir. Et donc on leur explique comment se passer de climatisation. Et on n'a pas dans notre parc trop d'appareils de secours quand il fait chaud. Et on leur explique comment gérer ouverture et fermeture. Et là, on va diffuser la petite plaquette forte chaleur, les bons gestes à adopter. Parce qu'à un moment donné, mettre des appareils de froid, c'est pas bon pour eux, puis c'est pas bon à la fois pour le porte-monnaie de la collectivité et pour le pouvoir de réchauffement global des fluides frigorigènes. Donc il n'est pas question que les gens vivent à 35 ou à 40 degrés ou au travail à 40 degrés, mais il n'est pas question non plus qu'on développe des clims partout parce qu'à un moment donné, on a des mauvaises pratiques ou des mauvais comportements par rapport à l'utilisation des bâtiments. Bien sûr, certains occupants n'ont pas fait le choix d'habiter, de travailler sous les combles. Et donc, actuellement, on est en train d'avoir un système de rafraîchissement par eau de nappe en remplacement de climatiseurs au R22, d'une part. Et mon collègue du bâtiment est en train de créer de l'inertie dans les combles de façon à ce qu'on soit moins tributaire de l'utilisation des combles et des problèmes que ça génère. C'est pas tout idéal, tous les jours, voilà. Alors, une des solutions, vous voyez aussi qu'on a 4 apprentis, et quand les collectivités disent on manque de moyens, faire appel ou permettre à des apprentis de faire un apprentissage dans une collectivité est un moyen, je dirais, où on est 3 parties à être gagnants: l'apprenti, l'établissement d'enseignement et la collectivité entreprise qui accueille l'apprenti. Et donc, c'est une pratique qu'on a à peu près depuis 2006, d'accueillir un certain nombre d'apprentis dans la collectivité. Donc, ça peut être aussi une ressource de temps qui peut être intéressante. Alors, ça, c'est un peu lourd, mais bon, j'ai mis en rouge ce qui est quand même, pour nous, sur le patrimoine, montrer l'exemple.
Je ne sais pas si vous vivez ça, il faut toujours sur les questions énergétiques prouver que c'est pertinent, qu'il faut le faire, qu'il faut faire une approche en coût global. Il faut initier, expérimenter et puis aussi accompagner. Donc on est chargé d'élaborer la stratégie patrimoniale, d'assister et de conseiller les directions de la ville, notamment nos collègues des bâtiments, nos collègues de l'urbanisme, nos collègues de l'eau et de l'assainissement, sans faire leur métier de l'eau et de l'assainissement, mais par contre ils consomment beaucoup. Nos collègues de la direction scolaire, pour savoir comment j'utilise les bâtiments, nos collègues des sports avec les associations sportives, etc., etc. Nous sommes chargés de rénover et de moderniser les moyens de production et de distribution de chaleur. Donc on a le poste P3, entre guillemets, de sensibiliser à la maîtrise de l'énergie, de gérer les certificats, j'en ai parlé, et du label et du plan climat. Et puis nous sommes chargés de faire, de mesurer, d'évaluer, de capitaliser. Et donc, je reviendrai peut-être sur tuer le gisement, parce que je pense que j'aurai cette question par rapport à nos interventions. Et puis aussi la nécessité d'avoir une continuité de service. Alors comment faire des travaux dans le désordre? Parce que c'est bien de dire qu'il faut faire la sobriété, les systèmes et après les énergies renouvelables, quand il faut tous les jours assurer le service 24 heures sur 24, et puis qu'il faut avoir des installations quand même en bon état. Comment on fait pour appréhender ces questions-là? Donc on le fait sans tuer le gisement et en permettant à l'avenir d'avoir des installations bien dimensionnées. La conduite et la maintenance, j'en ai parlé. Alors le grand sujet d'actualité, c'est le plan de comptage et la modernisation de nos outils de gestion, parce que malheureusement, nous sommes trop dépendants des données de facturation. Et donc nous sommes en train de déployer un plan de comptage et un plan de relève manuel et informatisé. Alors on n'a encore pas complètement abouti sur ce sujet-là, c'est un sujet difficile compte tenu du nombre de sites. Mais avec la mise en place de la mise en concurrence sur les achats d'énergie, c'est un objectif de nous rendre indépendants de la donnée du fournisseur parce qu'elle est trop aléatoire et je dirais de plus en plus erratique, même si j'ai lu que dans la salle il y avait des représentants de GDF. Mais c'est pas grave. Gestion technique et financière de l'énergie, j'en ai parlé. Nous, sur le BP 2013, nous sommes à 5 millions d'euros au BP. On a déjà pas mal consommé parce que l'hiver a été froid. Et puis nous sommes chargés d'établir les bilans et les indicateurs et puis de le restituer à nos collègues. Alors ça, c'était sur le patrimoine. Et sur le territoire, j'en ai parlé tout à l'heure, on est sur le changement d'échelle et sur l'entraînement des acteurs. Avec un développement de la politique sur le territoire, j'en parle rapidement. On anime un réseau de 180 familles actives pour le climat sur un périmètre d'agglomération. On a mis en place aussi un service de prêt de matériel de mesure, je passe rapidement. On a également, comme Lorient, un outil pédagogique fixe, un appartement, et nous travaillons également sur un outil mobile. Et puis nous démarrons un programme, nous démultiplions un programme de lutte contre la précarité et la vulnérabilité énergétique, puisqu'on trouvait qu'on piétinait un peu sur ces questions et que la situation se dégradait. Et puis l'autre aspect qui est en lien avec l'urbanisme, c'est la desserte énergétique, où on porte sur la coordination du territoire les études comparatives, en complément d'opérateurs qui les font, mais nous les terminons bien souvent. Et puis nous faisons alors la gestion des taxes, l'analyse des projets d'extension du réseau de distribution d'électricité, source énorme d'économies financières. Et puis nous contrôlons les dossiers de permis de construire, alors à la fois par rapport au raccordement au réseau et de plus en plus dans le cadre de l'application et de la mise en œuvre de l'ART 2012. Nous ne sommes encore pas tout à fait prêts sur la méthode pour l'ART 2012. Voilà. Alors pour tout ça, hormis les moyens humains, il faut aussi des outils de gestion et des outils de connaissance avec, depuis 1994, Territoria, qui nous sert que de base de données et dont on voudrait peut-être à un moment donné bientôt se séparer. Simplement, on ne trouve pas trop d'outils adaptés à notre situation. Sachant que si on achète un outil, nous voulons en être propriétaires et pas accéder à des bases à distance. Ça, c'est clair. Et donc, nous travaillons sur l'apport de factures, très peu de saisies manuelles. Et nous avons différentes bases de données. Et nous avons aussi l'utilisation d'un certain nombre d'outils achetés
ou abonnés auprès des fournisseurs d'énergie. Donc du style Adviso, du style Dialège. Et puis nous avons aussi développé des outils de gestion des certificats d'économie d'énergie. Donc nous avons des outils internes et puis un peu d'outils externes, sachant que ça n'est pas complètement satisfaisant. Et nous avons toute une série d'appareils de mesure pour instrumenter et puis faire du diagnostic. Alors je n'ai pas prévu de diapo sur les diagnostics énergétiques. Nous en avons fait 3 dans les 6 dernières années. Nous n'en avons pas fait de plus. Parce qu'à partir du moment où on a fait des diagnostics qui étaient, je dirais, sur du BBC, sur du patrimoine existant, nous n'avions pas les moyens d'investir globalement. Et donc, plutôt que de laisser des diagnostics dans des placards, on a un peu changé de fusil d'épaule tant qu'on n'aurait pas de suite concrète donnée sur ces diagnostics. Alors, sur 3 diagnostics, un site est en démarche de rénovation BBC, le groupe scolaire, l'école régionale des beaux-arts, nous avons un certain nombre d'opérations d'amélioration qui ont été faites. Et puis, sur le centre administratif municipal, nous avons également engagé un certain nombre de travaux sans tuer de gisement à chaque fois. Mais nous ne faisons pas de diagnostic avec des bureaux d'études puisque nous n'avons pas les quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros nécessaires pour donner suite. Par contre, dans tout programme de bâtiment, qu'il soit neuf ou existant, nous intégrons un scénario BBC et nous travaillons à l'intégration de la performance énergétique dans ces programmes de rénovation. Donc nous ne faisons pas des opérations à but performance énergétique seules en BBC, nous intégrons ces dimensions dans nos démarches globales de programmation pluriannuelle des investissements ou dans nos opérations de rénovation plus modestes du patrimoine. J'aurai peut-être des questions tout à l'heure. Pour aboutir quand même à des bilans qui vont recouper un certain nombre de chiffres qui ont été annoncés, on est à peu près dans les indicateurs qui ont été donnés. Alors, simplement une particularité, quand nous présentons les bilans annuels aux élus et aux directeurs, nous intégrons la question de l'eau et de l'assainissement, même si c'est une régie. La question de la consommation d'électricité sur les ouvrages de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées sont suffisamment conséquents. Ces chiffres sont suffisamment conséquents pour qu'on les intègre dans nos démarches et puis aussi pour relativiser et pour orienter également l'action. Donc on traite bien au niveau de ma direction les bâtiments et les espaces publics. Donc ce sont les chiffres 2012 de consommation. Et les chiffres 2012 de dépenses. Alors, autre élément important, nous intégrons les régies autonomes parce qu'à un moment donné, nous avons quand même des variations de patrimoine et on pourrait faire croire qu'on a fait des économies, mais on a un certain nombre de sites qui partent en régie et donc nous ne gérons plus forcément la facture, même si nous assurons toujours le suivi énergétique. Donc, on essaie de travailler sur des quasiment patrimoines identiques. Donc voilà nos quelques chiffres clés pour recouper. Je pense que on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Alors, un certain nombre de graphiques, ce qui permet aussi d'orienter l'action et de travailler avec le secteur sportif, le secteur scolaire, qui sont quand même les secteurs les plus conséquents en matière de consommation et en matière de dépenses. Alors tout ça après est accessible aux directions qui utilisent les équipements, à nos collègues du bâtiment, des espaces publics, etc. Et puis on voit bien par exemple sur l'électricité, le secteur sportif qui lui, en matière d'électricité, crève un peu les plafonds. Et on voit bien que la MDE doit être, je dirais, renforcée dans le secteur sportif. Alors, les consommations corrigées de chauffage des gros consommateurs hors piscine patinoire, avec le classement. Alors pourquoi on a les 20 gros consommateurs? Parce qu'on a quelqu'un qui est dédié à ça, alors pas totalement toute seule, mais qui doit s'autofinancer sur les gains qu'elle fait sur ces 20 premiers gros consommateurs. Le CEP dont je parlais tout à l'heure. Même chose en électricité. Alors l'idée, c'est pas de s'arrêter sur les chiffres, mais de savoir que ça existe et que ça permet d'orienter l'action et de voir comment elle évolue. Même chose sur les postes électricité bâtiment. Alors j'ai pas tout mis, j'ai pas mis les tonnes de carbone parce qu'on n'est pas trop sur le sujet aujourd'hui.
Celui-là, je l'aime bien parce que celui-là, il est accessible à nos collègues qui font que de l'investissement et qui ne font pas d'approche sur le fonctionnement. Donc sur le choix énergétique, on a notre classement de nos prix de l'énergie constatés sur notre patrimoine. Ce n'est pas le catalogue des prix des fournisseurs, ce sont nos prix moyens constatés après optimisation tarifaire, etc., etc. Donc on voit bien que celui qui est le plus bas prix, c'est la plaquette forestière, qui est à 24 euros. Oui, c'est 24 euros du mégawattheure TTC. Donc on est bien en TTC puisqu'on ne récupère pas la TVA. On a aussi le prix du chauffage urbain qui est très controversé à Besançon. Alors à ceci près que sur le prix du chauffage urbain, on a quand même du P3 dedans et que là il est compris et donc il est très compétitif par rapport à du gaz naturel qui lui n'a pas de P3 dedans. Puisque dans le chauffage urbain, on a le renouvellement des moyens de production qui est intégré dans le prix. Donc ça nous sert presque au quotidien comme un outil de décision et les analyses en, je dirais pas en coût global, en choix énergétique, parce qu'on n'est quand même pas dans du vrai coût global. Je pense qu'on pourra aussi débattre du coût global, mais voilà. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Alors, un extrait du plan d'action sur le patrimoine depuis 2006. Alors, on n'a pas attendu le plan climat, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure pour agir. Sur la rénovation des systèmes énergétiques, on a été doté d'1 million d'euros par an pour rénover nos systèmes énergétiques. Sur le plan bois énergie, on a mis en place un plan bois avec la substitution de ressources fossiles. L'idée, c'était de substituer à peu près 7 millions de kilowattheures de gaz naturel sur la période 2007-2013. Et donc, l'objectif est atteint puisque cette année, on sera à peu près à 27% de chaleur en couverture de production d'énergie renouvelable. Donc, on est au-delà de notre objectif. On a un plan solaire thermique et photovoltaïque, campagne d'isolation de combles. Alors, j'ai rajouté campagne d'équilibrage et de courbe, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Olivier Zidler qui disait personne faire que de l'isolation de combles, ça ne va pas, tati. On ne sait pas faire les courbes, les pentes, les équilibrages. Donc, j'ai rajouté ça, puisqu'on l'a complètement intégré dans nos démarches. C'est-à-dire que derrière la campagne d'isolation de combles, on instrumente, on équilibre les radiateurs, donc on les équipe. Et puis, bien évidemment, on règle nos courbes de chauffe. Et puis, autre élément important, depuis 2008, tous les matériels qui sont achetés à la ville, qui ont un caractère énergétique, doivent répondre aux exigences des fiches techniques, des certificats d'économie d'énergie, même s'ils ne sont pas récupérés ou valorisés. Donc, ça nous permet de ne pas avoir du bas de gamme sur les produits. Sur l'éclairage public, on a un programme assez ambitieux depuis 2010. Je vous donnerai les résultats tout à l'heure. Sur les carburants également. Et puis, depuis 2010, alors j'aime bien un peu dire qu'on a mis en place un CPE public. Alors, ceux qui travaillent dans le secteur depuis 25-30 ans connaissent les tiers financeurs. Hein, c'est un peu le CPE privé qui a revu le jour il y a quelque temps. Et puis à Besançon, on s'est dit pourquoi donner au privé ce qu'on saurait porter nous-mêmes. Donc j'y reviendrai, je ne sais pas si c'est ma diapo suivante. Voilà, c'est bien celle-là. Donc les finances nous ont mis à disposition 1 million d'euros supplémentaires sur 3 ans, à partager entre 3 directions. Ma direction, les bâtiments et la voirie, de façon à ce qu'on mette en place des programmes qui amènent des économies d'énergie et dont l'annuité de l'emprunt soit couverte par les réductions des budgets en fonctionnement énergétique. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais voilà. C'est une opération équilibrée. Et donc, par exemple, sur la première année, c'est mon collègue de l'éclairage public qui a investi 1 million d'euros. Et moi, l'année suivante, j'ai diminué le montant du gain de façon à ce que nos collègues des finances puissent couvrir l'annuité par ma diminution du budget de fonctionnement. Donc on joue tous le jeu, et on a tous intérêt à jouer le jeu, d'avoir une transparence et de bien déduire du budget de fonctionnement les gains estimés et après mesurés. Donc 2010, 1 million sur l'éclairage public. 2011, continuité sur l'éclairage public. Une campagne d'isolation des bâtiments de la ville et puis une nouvelle opération qui a vu le jour, c'est une opération photovoltaïque
dont les recettes couvrent les annuités d'emprunt. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'était le même principe. 2012, continuité sur l'éclairage public, travaux d'isolation des bâtiments et création d'une nouvelle chaufferie bois d'1 MW. Alors, la chaufferie de bois d'1 MW, elle ne coûte pas 300 000 €, elle coûte 1,5 million d'euros. Mais pour boucler le financement, on a obtenu 300 000 € par cet emprunt. Et puis 2013, on travaille sur des bouquets de travaux multisites. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile partout de le faire soi-même. C'est vrai que on a la chance dans notre collectivité d'avoir des finances qui jouent le jeu et d'avoir, je dirais, une régie et une gestion budgétaire directe qui nous permet d'éviter des intermédiaires qui, au passage, ne le font pas gratuitement. Peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on changera notre façon de faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la philosophie de la collectivité, tant qu'elle peut le faire. Donc j'illustre sur la campagne d'isolation de combles, donc avec les premiers résultats mesurés aux factures, puisque nous, notre système aujourd'hui d'évaluation, ce sont les factures. Alors j'ai un petit peu sursauté sur des campagnes d'isolation de combles qui sont intégralement financées par des certificats d'économie d'énergie. Moi, j'avoue que je suis un petit peu interrogative sur une couverture à 100%. Voilà, bon. Donc, on est aujourd'hui sur des... Oh là là, il me reste que 5 minutes, je me dépêche, parce que j'ai encore pas mal de choses. Donc, l'autre élément, c'est le CEP gros consommateur, donc qui doit s'autofinancer, et qui, au bout de 18 mois, avait déjà tenu son pari, et qui, en 3 ans, dépassera le coût de son poste, puisque en objectif cumulable, on est déjà à 145 000 €. Et avec ce qui est en cours de déploiement, on sera largement au-dessus de l'objectif. Et donc, la direction générale a décidé de repartir pour 3 ans avec ce poste, au vu des résultats. Donc, c'est pas d'investissement sur ce principe, mais ce n'est que de l'action de programmation, d'occupation, d'ajustement de consignes, etc. Tout ce qui a été évoqué dans la méthode indiquée par Delphine Bélanger. Sur les CE, idem, on pilote les certificats pour toute la ville et donc on gère au niveau de notre direction l'ensemble de la négociation. Et puis, pour motiver nos collègues, on leur reverse la moitié des résultats. Et l'autre moitié, alors c'est une décision du maire, l'autre moitié abonde un fonds plan climat-énergie territorial, puisqu'on avait bien un plan climat, mais nous n'avions pas forcément la totalité de financement pour passer à une autre échelle. Donc le fonds plan climat sert essentiellement à financer des actions sur le territoire. Donc ça a un effet aussi mobilisateur parce que les directions, comme la voirie, je vais lui reverser 40 000 € dans les prochains jours sur son programme d'éclairage public. Donc on ne garde pas tout, ça ne reste pas dans le pot général de la collectivité. On a trouvé un mode opératoire qui mobilise et qui intéresse tout le monde à recourir aux fiches techniques et aux outils des certificats. Donc on leur facilite la vie. Alors au-delà de l'action technique, il y a aussi l'action sur les comportements. Donc sur les carburants, par exemple, et la conduite économique, depuis 2008, on a formé des référents éco-chauffeurs qui eux-mêmes sont après des formateurs des agents de la collectivité. Et donc les gains sur la modification de la conduite des véhicules de la ville, c'est 15 à 25% de gains avec une conduite plus rationnelle. Alors ce qui est aussi important, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est expliquer, faire participer et inviter au changement. Et donc depuis à peu près 2007-2008 et dans les années dernières, on est aussi sur les interventions dans les bâtiments municipaux, sur les comportements, et puis dans les écoles et dans les maisons de quartier. Par exemple, sur un des bâtiments les plus importants, le centre administratif municipal, la première année où on a fait une action bureau par bureau, on a baissé les consommations de 12% et les dépenses de 13%. Mais vous savez bien que si on n'est pas là tout le temps, les consommations repartent à la hausse. Donc, je vous dirai tout à l'heure ce qu'on prévoit. Donc on a travaillé avec des vrais bureaux aménagés,
montrer aux personnes, donc vraiment du concret, ce qu'elles pouvaient faire avec des wattmètres, des outils de mesure pour montrer la réalité et la pertinence des actions de comportement. Alors, sur les comportements, on a reçu le feu vert dans la discussion budgétaire 2013 de mettre en place un intéressement aux économies. Ce qu'on explique aux directions fonctionnelles, c'est que la direction de la maîtrise de l'énergie, elle n'a aucun intérêt à payer des factures de gaz ou à payer des factures d'électricité ou de chauffage urbain, voire de bois. Donc, plutôt qu'on engrange les gains, l'idée, c'est de partager les gains avec les directions et les usagers qui modifieront leur comportement, que nous mesurerons, et elles pourront faire ce qu'elles veulent des gains, par exemple pour une caisse des écoles ou pour des activités sportives. Et donc nous allons lancer à la rentrée un certain nombre de sites expérimentaux. Alors c'est vrai que ça passe encore par l'argent, mais vous savez aussi qu'en ces temps un peu de réduction budgétaire, tout le monde est touché. Et on est convaincu qu'il y a des gisements encore faciles à aller chercher, mais on ne peut pas aller les chercher tout seul. Donc l'argent étant souvent le nerf de la guerre, l'idée, et avec l'aval de la direction générale, c'est de pas tout faire retomber dans le budget général, mais d'en faire profiter. Et donc tout le monde sera gagnant et motivé pour se lancer dans cette opération. Bien sûr, il s'agit aussi d'accompagner. C'est pas que les utilisateurs le fassent tout seuls, mais c'est qu'on le fasse aussi ensemble. Alors, vous savez aussi qu'il faut toujours démontrer que l'action est pertinente et qu'il faut valider que ce qu'on nous a donné porte ses fruits. Donc, j'ai passé commande auprès de mon gestionnaire énergie-climat d'une courbe, et si on n'avait rien fait, où en serions-nous? Et donc, on l'a fait sur l'éclairage public, puisque depuis 2010, la dotation à l'investissement a été augmentée. Et donc, si on n'avait rien fait, en 2012, il aurait fallu ajouter plus de 300 000 € au budget de fonctionnement énergétique. Alors, c'est vrai que la réforme de la loi nommée et l'instauration des taxes sur le prix de l'éclairage public a quelque part fait gonfler les gains, même s'il y a une partie de la taxe municipale qui revient dans le budget général. Au lieu d'avoir des rentabilités à 8-9 ans, on est sur des rentabilités bien meilleures. Mais on voit bien que les consommations ont largement baissé sur cette période, puisqu'on est sur des courbes de tendance. Et on l'a fait aussi sur le chauffage des bâtiments. Alors cette fois-ci, corrigé de la rigueur climatique et corrigé du patrimoine. Même si aujourd'hui, sur le patrimoine qu'on exploite et pour lesquels on paye une facture, on a à peu près une augmentation de 2000 à 3000 m² chaque année à exploiter. Je te reparlerai, Laurent, de la façon dont on limite certaines surfaces. C'est fini. C'est ma dernière diapo, je crois. Et donc, on est quand même sur des résultats significatifs, puisque en 2012, si on n'avait rien fait, il aurait fallu ajouter plus de 400 000 € au budget énergie. Sachant qu'avec 750 000 €, c'est à peu près 1% de fiscalité sur Besançon. On voit bien, je dirais, les résultats de cette politique et de l'effet bénéfique sur la fiscalité et, je dirais, quelque part sur la dimension sociale. Alors, avec une certaine modestie, on n'a pas la prétention de dire on a fait la révolution, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de marge de manœuvre qui nous permettent à un moment donné de participer à un effort plus large et, je dirais, plus constructif par rapport à la question de la fiscalité. Et si j'en parle, c'est aussi à dessein, parce qu'il faut aussi trouver des arguments qui, à un moment donné, fait que l'élu ou le directeur général va vous donner le feu vert. Et il ne va pas forcément vous donner le feu vert sur les kilowattheures. Ça ne lui parle pas forcément. Et c'est souvent sur l'argent que la décision se prend. Et donc, c'est essentiellement sur ces sujets-là. Enfin, c'est un sujet, l'argent, qui est mis en avant pour les bonnes décisions en matière de politique énergétique et climatique. Et j'en ai terminé.